Oui, j'étais la quatrième. J'avais une fratrie de 8 enfants. Oui. Si bien que j'ai malheureusement obligé, enfin, ma naissance a obligé ma mère de stopper son métier de libraire qu'elle adorait. Elle n'arrivait plus à tout faire. Voilà. Elle a eu des enfants pratiquement tous les 18 mois. Alors, 26, 27, Henri, Jeanne-Marie. En 28, il n'y en a pas. 29, 30, Jean, Françoise. En 30. En 31, il n'y en a pas. 32, 33, Jacques et Louis. Jacques est décédé, c'est le seul qui soit mort en bas âge. Donc en 34, il n'y en a pas. 35, 36, Bernadette et Chantal, 2 filles. Donc on a alterné comme ça. Et en 30, en 36 ou 37, mon père a eu les oreillons. Il a eu une orchite qui a fait que, voilà, il n'y a plus de fourniture. Maman un peu débordée, bien sûr, hein, la pauvre. Avant la guerre, aidée. Pendant la guerre, je raconterai, c'était beaucoup plus difficile, bien sûr, la guerre et l'occupation. Mon père, quelqu'un de très gai, qui s'est toujours occupé beaucoup de nous, dans son temps libre, bien sûr. Il était enseignant en faculté et en lycée, français, latin, grec. J'ai le souvenir de quelqu'un qui a toujours chanté énormément, qui chantait pour lui-même, pour poser sa voix. Pour poser sa voix, parce qu'il avait des enrouements quand il parlait trop longtemps, surtout à des étudiants en amphithéâtre. Donc, on lui avait conseillé de prendre des cours de chant pour respirer, poser sa voix. Voilà. Et il adorait ça. Il s'occupait beaucoup aussi hors cours et hors travail de ses étudiants. Il faisait pas mal faire de théâtre. Enfin, il était très actif et très omniprésent. Maman beaucoup plus dépassée par les événements, mais ils s'entendaient très très bien. J'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre entre eux. J'ai même des souvenirs de la première maison à Touflers, sentier de la Festingue, exactement, que j'ai dû quitter à 6 ans et demi, 7 ans, parce que j'ai eu 7 ans à Tourcoing. Donc mes parents ont revendu cette maison pour être locataires à Tourcoing et acheter une maison de vacances à Ambleteuse, pas loin de Vimereux, Boulogne-sur-Mer, en face du Cap Grinet. Et c'est là qu'on a appris la déclaration de guerre, etc. Enfin, voilà. Donc c'est notre dernier été de vacances à Ambleteuse avant de partir définitivement du Nord. Oh, la grande maison de Tourcoing, en tous les cas, ma deuxième résidence, c'était une énorme maison qui comprenait même un petit appartement pour ma grand-mère qui a toujours vécu avec nous, la maman de ma mère. Voilà. Elle a vécu avec nous jusqu'à sa mort à Marseille à 91 ans. Donc, elle a toujours partagé notre vie. Cette maison, j'ai souvenir, par exemple, d'aller me coucher le soir quand on nous disait « Bon, ben, c'est l'heure, tu vas embrasser tout le monde, tu vas dire ta prière là-haut, tu vas te coucher », de traverser un énorme hall avant d'arriver à la lumière, j'avais très peur, par exemple. C'était une impression de grande maison, voilà. Maman a mis la librairie en gérance, je ne sais pas du tout quels étaient leurs revenus, mais enfin, elle avait une domestique à la maison, Josépha, que j'ai conservée comme amie très très longtemps, jusqu'à sa mort. Elle a eu 100 ans, oui. Enfin, ceci est une autre histoire. Mais donc Josépha était une jeune femme qui est arrivée du pays minier, origine polonaise, placée par des sœurs. C'était les bonnes sœurs qui faisaient les placeuses, chez Bonne Maman. Et
il y avait une autre fille qui travaillait avec maman, voilà, et qui pleurait tout le temps. Elle s'ennuyait, ça n'allait pas du tout. Et puis un jour, bonne maman, je raconte l'histoire, qui était assez rigide, ma grand-mère maternelle, gentille, moi j'adorais, on était très... Mais avec le domestique, elle tenait son, elle tenait, elle tenait son rang. Et ces deux jeunes filles étaient allées danser l'après-midi au foyer où elles rencontraient leurs copines. Et elles faisaient le pas de danse en passant la tête de loup dans la grande entrée de Tourcoing pour chasser les araignées ou je sais pas quoi. Bonne maman a pris la mouche, si j'ose dire, de cette chasse aux araignées avec danse. Elle devait chanter en même temps. Enfin, c'était des gamines. Hein. Et elle voulait les renvoyer. Voilà. Papa a négocié la chose en disant qu'il n'y avait pas de raison, qu'il y en avait une qui pleurait, que si elle voulait rentrer chez elle, elle pouvait rentrer, mais que Josépha vienne travailler chez nous. Et du coup, ça a été pour maman un secours parce que Josépha était formidable et voilà, maman a gardé des relations. On a eu la séparation de la guerre, toute la guerre, mais on l'a retrouvée après. Et voilà. Très cultivée, maman, mais elle n'avait pas forcément passé d'état d'examen, hein, mais elle lisait énormément, elle était très, très fine. Et surtout, c'était une musicienne hors pair, elle était virtuose au piano, comme je ne serais jamais. Quoi. Donc je l'écoutais avec ferveur. Je pense elle a nourri mon sens musical. Voilà. Quant à papa, lui, c'était un agrégé de grammaire, donc il donnait des cours, il parlait parfaitement anglais, parce que sa mère était agrégée d'anglais, dans la génération précédente, donc c'était aussi... Et il avait perdu son père avant sa naissance. Et il a été... cet homme a dû avoir une septicémie du fait d'une piqûre de bestiole nocive, je ne sais pas exactement. On disait toujours une mouche charbonneuse, mais j'ai jamais trouvé dans la médecine la réponse à cette histoire de mouche charbonneuse. Il est mort en 3 ou 4 jours d'un phlegmon énorme et d'une... voilà. Donc ma grand-mère attendait mon père et elle l'a élevé dans la, comment dirais-je, dans la culture, dans les études, si bien qu'il a toujours réussi ses examens ou la main. Enfin bon, bref, c'était la fierté de ma grand-mère, qui a été terriblement désolée qu'il épouse une petite libraire, alors qu'elle avait des étudiants bien plus brillantes et qui auraient fait sa fierté, et surtout que cette petite libraire est un enfant tous les 18 mois. Elle était neurasthénique, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un peu dépressive. Elle avait perdu son mari, elle n'a jamais voulu refaire sa vie, alors que c'était une femme agréable et qui aurait pu trouver voilà, non, elle a tout consacré à l'éducation de son fils. Et ma première grand-mère, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, la plus âgée, s'appelait Zoé Fruit. Un joli mot. Elle était originaire de Belgique, mais je ne sais pas de où. C'était quelqu'un d'un milieu extrêmement pauvre, ma grand-mère maternelle. Parce que elle m'avait raconté qu'à 7 ans, elle cousait à la main. Elle n'allait pas à l'école. Elle était née en 1860. Je veux dire, ça remonte. Et j'ai toujours connu vieille, mais une vieille dame coquette et toujours bien tenue. Et elle a toujours vécu avec nous. Et elle cousait à 7 ans dans un atelier des filles de la charité, comme elle disait, c'était les religieuses avec les grandes cornettes. Vous savez. Et quand une petite fille perdait son aiguille, elle perdait sa journée. Elle perdait 3 sous, voilà. Elle cousait des chemises d'hommes à la main, des chemises pour les ouvriers des usines. Voilà. Donc ça, c'était ma grand-mère. Elle n'a appris à lire et à écrire qu'à 17 ans. Et elle était une fervente militante de l'alphabétisation. Elle nous a tous appris à lire à 3 ans.
Tellement, pour elle, c'était important qu'on sache lire et écrire. Et à partir du moment où elle a su lire et écrire, elle a créé des ateliers où elle a eu elle-même 2 ou 3 ouvrières dans des filatures de Roubaix, des petites filatures voilà, personnelles. Ma deuxième grand-mère, donc Jeanne, la maman de papa, et elle, c'était une intellectuelle, une des 7 filles d'une fratrie de 10 enfants, d'un professeur directeur d'école dans le Nord. J'aurais pu dire où exactement. Mais pratiquement, toutes ses sœurs étaient institutrices. Mes 3 garçons ont mal tourné. Pourquoi, ni comment. Ma grand-mère paternelle, Jeanne Légeroux, était certainement l'une des plus intelligentes de la fratrie, puisqu'elle, elle a été agrégée d'anglais. Donc elle avait rencontré dans ses études un étudiant, ils se sont mariés, et au moment où ils attendaient ce petit Louis, il y a eu cet incident et ce décès. Voilà. La troisième grand-mère, parce que c'était pas une grand-mère, c'était une grand-tante, Marie, et peut-être celle qui m'a laissé le souvenir le plus affectueux. C'était une grand-tante, une tante de mon père, qui l'a élevée en partie parce que sa maman Jeanne, surtout dans la petite enfance, était neurasthénique et elle faisait des cures pour aller mieux, quoi. Donc elle laissait son fils aux soins d'une de ses sœurs, Marie, qui était notre marraine à tous. C'était la marraine de papa, mais notre marraine à tous. Et je n'ai que des souvenirs extraordinaires. Elle avait de l'humour, elle racontait des histoires, elle nous lisait, elle était tendre, elle avait... Voilà. Chez Marraine, au moment où nous étions mis en pension pour 2-3 jours, sûrement au moment d'accouchement de maman, on était gâtés. Elle nous demandait ce qu'on voulait manger. Alors là, c'était le paradis parce que on était quand même un groupe, on ne mangeait pas à la carte. On mangeait ce qu'on nous donnait à manger. Et là, ma reine, avant de partir faire des courses, elle disait « Qu'est-ce que vous voulez manger ?» On disait une côtelette et des pêches. Je me souviens de ça. Je devais avoir 8-9 ans, quoi, à peu près. Voilà. Et elle était... c'était une grand-mère gâteau. C'était pas une vraie grand-mère, mais voilà. Et puis après, mes parents ont acheté Ambleteuse. Et là, c'était la grande maison où on recevait tous les cousins d'Amérique, parce que le frère aîné de maman avait une assez belle situation à la transatlantique. Donc, il prenait le bateau, le Normandie. Ça arrivait. Il y avait 5 cousins qui étaient des grands Flandrins que j'aimais pas beaucoup. En plus, on avait la barrière de la langue. Puis, c'était pas le même âge. Il n'était pas très sympathique. Mais l'oncle Pierre, oui. Alors, il jouait au piano d'une façon magnifique. Et on s'éclatait, on jouait. Maman avait une tablée de 20 personnes tous les jours. Je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais elle était aidée quand même. Et il y avait toujours les 3 grands-mères. On faisait attention. On faisait attention à l'hydrocution, on faisait attention au froid. C'est vrai que c'était pas la Côte d'Azur. Hein. Bon, on allait à la pêche au crabe, on allait à la pêche au moule, on était heureux. C'était une période magnifique. Et puis, donc ça a duré 2 ou 3 ans, ça. Et puis la dernière année, le coup de Munich, là, les grands de ce monde là, qui ont tous lâchement baissé la tête devant l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie. Au moment de l'invasion allemande, mon père, qui avait été enlevé par les Allemands à 17 ans, à la fin de l'occupation de la Première Guerre mondiale, avait acheté une petite maison à Chinon, en espérant que les Allemands n'envahiraient pas la France jusqu'à la Loire. Sur quoi il s'est trompé, mais enfin, c'est pas... Du coup, on a pris des taxis de Tourcoing, d'Ambleteuse, puisqu'on était en vacances. On n'est pas rentré à Tourcoing.
On a pris des taxis, on est arrivé dans cette petite maison, on a dormi d'abord à l'hôtel, je ne sais pas pourquoi, 2 ou 3 nuits, sur la Vienne. Et ensuite, installation à Chinon, donc école, où on avait une liberté absolue. Dans la rue, on jouait dans la rue, il n'y avait pas d'enlèvement d'enfants, il n'y avait pas d'histoire comme ça. Alors que les Allemands ont commencé à envahir la Belgique, papa nous a retrouvés à Chinon, c'est là qu'il a pris le vélo, un vélo pour maman, un vélo pour lui, des vélos pour mes 2 frères aînés, enfin oui, puis nés, Henri et Jean, une carriole pour maître Louis. Il avait 3 garçons et 4 filles. Les filles ont été confiées à d'autres, mais lui et maman sont partis à bicyclette avec une carriole dans laquelle il y avait le dernier, Louis Thomas, un peu plus jeune que moi, et les 2 autres à vélo. Et ils ont fait tout le parcours de l'Exode à vélo de Chinon dans le Lot, où un de ses anciens étudiants, avocat là-bas, lui avait garanti qu'il trouverait de quoi l'héberger à ce moment-là. Voilà. Qui effectivement nous a trouvé une première implantation. Alors, il m'a confié avec Bernadette, ma petite sœur qui n'avait pas tout à fait 5 ans, à des amis qui avaient une auto, comme on disait à l'époque, on ne disait pas une voiture, on disait une auto. Je ne les aimais pas, ces gens-là, et je le raconte d'ailleurs. Lui, il s'appelait, comment est-ce qu'il s'appelait? Carlos. Carlos et Momo. Momo. Parce qu'il y avait un grand frère aîné, bête comme une poule, qui disait Momo, Momo, et il disait des plaisanteries stupides. Enfin, j'aimais pas cette famille, mais obligé, hein, on faisait ce qu'on nous disait de faire. Donc avec Bernadette, on a été confiés à Carlos frère et à sa femme, au fils aîné de Carlos, pour un voyage incertain, rendez-vous à Souillac. Et ma sœur Jeanne-Marie, qui avait 12 ans et demi, elle a eu 13 ans au mois d'août qui a suivi, est partie en train avec ma reine, la fausse grand-mère, et bonne maman. La troisième grand-mère, la maman de papa, a voulu rester à Chinon. Donc, bon débarras, parce qu'elle était désagréable avec maman, pas avec moi, mais avec maman. Donc, elle est restée à Chinon, elle s'y était fait des amis, et voilà. Elle n'aimait pas la marmaille, en fait. Elle était dérangée par... on était mal élevés, voilà, ça collait pas avec elle. Donc, Jeanne-Marie a vécu dans les aléas de l'Exode en train, alimentée par la Croix-Rouge. C'était vraiment pendant 2 ou 3 jours. Et on s'est tous retrouvés à 2 heures d'intervalle à Souillac. Les cyclistes, nous, la voiture, on les a croisés en route. On les a vus, j'étais heureuse de voir mes parents. Bernadette pleurait, elle ne voulait pas repartir avec les autres. Voilà, et bon, moi j'étais plus sage, évidemment, j'étais un peu plus grande. En plus, on a dû s'arrêter, voilà, c'est là, quelque chose d'important. On a dû s'arrêter à Angoulême, parce que la voiture n'avait plus d'essence. Donc Carlos a fait la queue, le pauvre. Bon, j'étais un homme désagréable, mais il ne pouvait rien. Il a fait la queue pendant 5 jours. Donc notre exode a duré 5 jours. Et le pire, ça a été Jeanne-Marie avec les 2 grands-mères et la petite sœur Chantal, oui, de 3 ans. Donc, parmi les éléments de vénération que j'ai pour mon père, je me dis que quand même, il a favorisé ses garçons. Bon, c'est comme ça. Je pense que c'était le souvenir de son enlèvement par les Allemands qui a fonctionné. Puis il a eu confiance dans les gens qui nous emmenaient, il a eu confiance dans Jeanne-Marie, ma reine, et bonne maman. Mais il ne pouvait pas imaginer tout ce qu'elles ont vécu, dormir dans les trains, etc. Quoi. Voilà. Donc je pense que c'est elle qui a eu le... Alors oui, Carlos a fait la queue. J'ai dit 5 jours, peut-être que j'en rallonge, hein, c'est possible, parce que bon, j'avais quand même pas... J'étais pas toute jeune, j'étais pas vieille encore. J'ai entendu le discours de Pétain à la radio. Oui. Je fais à la France le don de ma personne. Voilà. À la capitulation. Voilà. Dans l'hôtel où on a crêché pendant que Carlos faisait la queue, parce qu'il faisait la queue tous les jours,
Et il avait un ticket, un numéro, il reprenait à ce numéro-là le lendemain, etc., pour avoir de l'essence. Tellement il y avait de gens sur les routes. Alors que mon père et ma mère racontaient qu'ils n'avaient jamais eu un voyage aussi agréable. Ils étaient devant tout le monde, ils n'ont pas eu de bombardement, ils n'ont pas eu de... Nous non plus, hein, avec Carlos. Sauf que ces gens-là, je les aimais pas. Et, ils ont dit à mes parents, vous savez, si vous arrive quoi que ce soit, elles seront comme nos filles. Moi, je priais, je disais, pourvu qu'on soit jamais les filles de ces gens-là. Voilà, parce que c'était pas du tout le même tabac qu'avec mes parents. Finalement, la Providence a quand même bien marché, parce qu'on est arrivé, je vous dis, à 2 heures d'intervalle, on est tous arrivés sur les bords de la Dordogne, dans ce coin magnifique qu'est Souillac. C'est beau, c'est beau. En plus, on a progressé dans nos choix, si j'ose dire. C'est des choix obligés, mais depuis le nord, Tourcoing, c'est pas un joli petit port de pêche. Hein. Moi, j'y étais heureuse, mais Chinon, c'était déjà pas mal. Puis ensuite, le Lot, ça a été une découverte d'un pays extraordinaire. Voilà. Alors, on est resté tout un été. Alors, ça a été difficile parce que ce garçon, je ne me souviens plus de son nom maintenant, ça va me revenir peut-être, enfin, ça n'a aucune importance, a d'abord trouvé un grenier pour nous loger. Le jeune avocat qui a été étudiant de mon père à Lille. Donc, il a trouvé un grenier. Je me souviens toujours, le grenier Sclafer. C'était un négociant en noix et cerneaux. Et un énorme grenier. En bas, il y avait une vache et son veau qui étaient cantonnés dans le vieux, la vieille ville de Souillac. J'ai cherché la rue et le truc, mais j'ai jamais retrouvé. Peu importe. Et maman faisait la cuisine dans un âtre qui était dans ce grenier. Ça n'a jamais pris feu, heureusement, mais ma petite sœur Chantal avait voulu baigner une petite poupée en celluloïd que j'avais emmenée dans mes bagages. Et le celluloïd prend feu très facilement. Et elle a vu une casserole, elle avait 3 ans, hein, Chantal. Elle a vu une casserole, elle s'est approchée de l'âtre avec ça, et elle a pris feu avec le bébé en celluloïd. Heureusement, tous nos lits étaient alignés dans le grenier. Papa avait été acheter des lits métalliques aux armes et cycles de Saint-Étienne. Je me souviens toujours de la marque de ces lits en fer. Et maman a saisi une couverture, tout de suite elle a enveloppé, enfin elle a été brûlée en partie au bras, Chantal les cheveux. Et ça a été un traumatisme pour Chantal, un deuxième traumatisme, un xème plutôt. Ma petite sœur Chantal, toute petite, a fait des convulsions, je ne sais plus quelle maladie elle a eue, etc. Le voyage et cet incendie, enfin ce truc-là, quoi. Donc maman a dit on ne peut pas rester là, etc. Et Maître Bruno, il s'appelait Bruno, le jeune avocat, Maître Bruno nous a retrouvé une charmante petite maison qui est maintenant un castelet, tellement on l'a vu de loin, on n'a pas osé aller. Ce sont des Hollandais qui l'ont acheté. Une petite maison où les paysans faisaient sécher du tabac. Il n'y avait ni eau, ni électricité, mais un petit lac tout à côté, et donc ça s'appelait le lac Redon. Et on a pris pied, si j'ose dire, dans cette petite maison où on a été heureux, alors, en pleine campagne, avec des paysans pas loin qui nous apportaient des choses. Parce et vous voyez, ces réfugiés, ils nous appelaient les petits lardons, à cause du lac Redon, on était les petits lardons. Et on a vécu un été absolument extraordinaire. Voilà, une découverte des papillons, les plumes de geais. Moi, je me souviens, je ramassais les plumes des geais. C'est très beau, avec du bleu. Et la découverte du plein soleil, voilà. Maman, d'ailleurs, a guéri de ses blessures avec le soleil, l'huile d'olive et le soleil, puisque le médecin lui a prescrit. Et Chantal aussi. Voilà. Alors après, ça a été plus rude. Mon oncle Louis,
C'était les autres cousins, dont je n'ai pas parlé encore. Mon oncle Louis, qui était veuf depuis 1936, est parti en voiture, lui aussi. Mes parents n'avaient pas d'auto. Papa a passé le permis après la guerre. Il n'y avait pas de voiture. Et mon oncle Louis, lui, avait une voiture. Donc il a chargé dans sa voiture et dans son coffre ou dans une remorque même pas mal de choses que maman lui a confiées. Et puis ils ont été arrêtés, il est allé à la messe, il s'est fait stopper par la ligne de démarcation. Donc il est rentré à Lille avec toutes nos affaires. Donc on s'est retrouvés, quand maman faisait la lessive, on n'avait rien sous la robe. Mes frères nous poursuivaient, elle n'a pas de culotte. Voilà. Mais bon, c'est des ambiances, pour des enfants, c'est rien ça. C'est rien. Mon père, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc on s'éclairait à la bougie le soir. Il nous lisait. Je me souviens qu'il nous a lu Le Roi Lear de Shakespeare. Et il lisait ce qu'il trouvait à droite, à gauche, dans une bibliothèque du coin. Et puis il inventait des histoires lui-même et il nous les racontait à épisodes. J'ai des souvenirs extraordinaires, moi, de cette ambiance. Donc, à la rentrée, donc, on a été mis en pension. Oui, papa a été nommé à Tarbes. Un poste de géographie, histoire-géographie, alors qu'il était français, latin, grec, enfin peu importe. Il prenait le train tous les matins parce qu'on a créché dans Lourdes. À Lourdes, on a trouvé un garni qui avait des puces. C'était claffi de puces. On avait des piqûres de tous les côtés, c'était l'horreur. Les tauliers nous disaient que c'était parce qu'ils n'avaient plus d'essence pour arroser les planchers. Voilà. Donc ma sœur Jeanne-Marie, mon aînée, moi-même et Bernadette avons été mises en pension à Montauban, qui n'était pas très loin. Enfin, c'était le midi quand même, Tarn-et-Garonne. Alors que mes frères et ma toute petite sœur Chantal restaient à Lourdes avec mes parents. Donc mes frères prenaient le train avec papa tous les matins pour aller au lycée de Tarbes. Et maman faisait la queue à 4 heures du matin pour avoir du lait pour Chantal. C'était l'horreur. Hein. L'horreur parce qu'il y avait un flux de réfugiés, on disait à l'époque, on disait les réfugiés d'Alsace-Lorraine, à Lourdes, je ne sais pas pourquoi. Et ma marraine, Marie, est restée à Lourdes après. Elle a trouvé une pension de famille dans laquelle elle est décédée d'ailleurs, des années après. Voilà. Tandis que bonne maman nous a suivis tout le temps. Et on a découvert là-bas une amie extraordinaire, qui est restée une amie pendant toute la guerre, et Mademoiselle Mao. Curieusement, on l'a toujours appelée Mademoiselle Mao, on n'a jamais su son prénom, enfin moi je ne l'ai pas jamais su. Maman disait mademoiselle, et elle disait madame, on n'avait pas du tout les habitudes, voilà. Mais il y avait de l'affection et de l'amitié, parce que cette personne était parisienne, elle était réfugiée aussi, elle est rentrée à Paris, elle avait des cousins en Normandie, elle nous a fourni un peu de beurre de temps en temps pendant la guerre, voilà. On n'avait pas faim, sauf qu'on avait des boîtes dans lesquelles on était censé mettre nos confitures, notre beurre, etc. Les nôtres étaient vides. Maman n'avait pas de quoi nous envoyer quoi que ce soit. Et je me souviens de Jeanne-Marie me disait, tu ne regardes pas les autres. Voilà. Enfin, elle était très bien élevée, ma sœur aînée, très pieuse d'ailleurs. Et quelquefois, on nous offrait un tout petit morceau de beurre sur notre pain, mais Jeanne-Marie était très fière. Voilà. Donc, et là, je me souviens, quand on arrivait au réfectoire, les desserts étaient déjà prêts. Donc, il y avait des assiettes avec des desserts. Et il y avait quelquefois 3 châtaignes, quelquefois ça s'appelait du sirop de raisin. C'est bizarre, j'aimais pas du tout. C'était une sorte de confiture de raisin qui était répandue sur l'assiette. Bon, un tout petit peu de gâteau
Est-ce qu'il y avait du gâteau de riz? Je me souviens plus, mais on était très préoccupés quand même de ce qu'on allait trouver. On ne laissait rien sur nos assiettes, même ce qu'on n'aimait pas. J'ai eu comment ça s'appelle, une primo-infection tuberculeuse mon année de sixième. C'est ça que j'ai été pas très très bien, tristounette, un rhume constant. Alors en plus on n'avait pas de mouchoir, on n'avait pas d'élastique à nos culottes. C'était terrible, hein, des chaussettes qui tombaient. Je me souviens, on était mal fringués. On avait un uniforme quand même, mais le dortoir c'était quelque chose de sinistre. Parce que c'était un alignement, je ne sais pas combien, je ne saurais pas dire combien on était, mais on avait une religieuse qui passait au milieu de l'allée centrale et elle récitait Jésus, Marie, Joseph. On devait répondre je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph. Une voix sinistre. Je rigole maintenant, mais assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie. Alors, vous vous rendez compte, un dortoir de petite fille qui récite ça? Puis alors, elle nous disait, si vous parlez, vous devez vous taire, vous devez dormir. Si on parle, c'est un péché mortel. Alors, moi, heureusement, j'avais peut-être un esprit rebelle, mais je savais parfaitement que si je demandais un mouchoir à Jeanne-Marie, ce ne serait pas un péché mortel. Il ne fallait pas charrier, quoi. J'étais pas, voilà. J'étais pieuse, hein, j'étais pas rebelle de tous les côtés, mais les, les bêtises, je les gobais pas quand même. Quand elle parcourait l'allée, là, en nous faisant réciter comme ça, c'était incantatoire. C'est un des mauvais souvenirs. Sinon, non. La balle aux prisonniers, on se déchaînait, on sautait à la corde, on était. Il y avait un parc magnifique dans cette pension, qui est maintenant complètement recouverte d'immeubles. Hein. C'est plus. Il reste que la chapelle. Mais on allait à la messe tous les matins. Puis à jeun. On ne petit déjeuner qu'après la messe. Donc ça j'ai les souvenirs de crampes d'estomac. L'année d'après, on n'a plus été pensionnaire, on a été demi-pensionnaire parce que maman a trouvé une maison à louer dans Montauban. Une petite cabane vraiment pas très très confortable, mais un jardin d'Éden. Dès la première cerise jusqu'au dernier raisin, on n'a jamais été constipé, mais on n'a pas mort de faim. On n'a eu que des fruits. Il y avait de tout, des reines claudes, des trucs, c'était extraordinaire. Tout ça a dû disparaître, parce que c'est des immeubles, c'est des maisons, mais c'était des fruits anciens, quoi. Magnifiques. Ben, papa était... Ah oui, ah oui. Alors là, il a été muté de l'éducation nationale au commissariat à la famille et à la population. Il n'y avait plus de poste en zone libre. Donc il a été nommé au commissariat à la famille et à la population pour créer des programmes d'enseignement ménager, des examens d'enseignement, un agrégé de grammaire. Et du coup, il crêchait à Vichy. Oui, à Vichy, bon, enfin, mais il n'a pas eu d'ennui du tout de ce côté-là, grâce à Dieu. Mais il dormait à l'hôtel Radio, je me souviens, et il cassait la glace dans son lavabo tous les matins pour se raser. Il s'est rasé toute sa vie, tous les matins, mon père. Il n'a jamais eu de barbe. Et tellement il avait froid, il avait faim. Et il y avait de ses collègues qui élevaient des poules sur le balcon de l'hôtel pour les bouffer. C'était l'horreur, hein, l'horreur. Ben, il venait aux vacances, il venait le plus possible. Il passait par chez les amis du coin qu'on a occupé autour de Souillac pour prendre des haricots blancs, du blé. on, on le, on le moulait dans un vieux moulin à café. On faisait des crêpes qui étaient de cette épaisseur-là, avec tout le son et tout. C'était roboratif, mais délicieux. On se régalait. Et il conservait tous ces tickets de sucre pour nous. Il nous ramenait du sucre et il échangeait ses tickets de tabac avec des collègues qui fumaient
pour avoir du sucre pour nous. Il revenait avec des provisions, mon père. C'était ça, c'est des parents comme incroyables que j'ai eu moi. On a eu beaucoup de chance. Henri était au lycée de Montauban. Jean, où est-ce qu'il était en pension? Peut-être au lycée aussi. Enfin, nous, on était demi-pensionnaires, toujours au même endroit où on avait été pensionnaires, quoi. Voilà. Donc là, papa nous a rapatriés tout près de Vichy. Donc il a trouvé une location pour maman, n'en pouvait plus d'être séparés tout le temps. Ils s'entendaient très bien et puis il fallait un peu son autorité aussi. Donc il a trouvé un appartement à Cussé, à quelques kilomètres de Vichy, où là, alors, ma scolarité a été épouvantable. J'étais pas bien, j'étais en cinquième, donc l'année d'après ma primo-infection tuberculeuse. Donc, ces 2 années de sixième et de cinquième, alors que j'adorais l'école et que j'étais une étudiante assez studieuse, enfin une élève assez studieuse, ont été très mauvaises. En particulier à QC, ça a été l'horreur. Là, une école épouvantable, les filles nous brocardaient parce qu'on était mal fringués, mal habillés, on n'était pas de chez elles. Les Auvergnates, ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part, des Brassens, voilà. Donc, je me souviens avec ma sœur, on était obligés pas de harcèlement dans la mesure où sont actuellement les enfants, hein, parce que c'est l'horreur. Je sais pas comment sont devenus les enfants, mais ils sont épouvantables. Non, mais on n'était pas heureuses. De toute façon, j'ai rien foutu dans cette année-là. Voilà. Donc, ensuite, on est rentré en région parisienne quand il n'y a plus eu de ligne de démarcation. Mon père a été à nouveau affecté au ministère. Ça s'appelait encore le commissariat à la santé et à la population, mais il a pu être rapatrié au ministère rue de Tilsit. Il a trouvé un appartement à Versailles, 11 pièces, pas chauffé, pas d'eau chaude, on a eu froid là-dedans. La seule chambre, il y avait 2 pièces qui étaient chauffées, la salle à manger, avec une cuisinière que papa y avait installée, avec un tuyau qui passait par la fenêtre, et la chambre de ma bonne maman, ma grand-mère, où il y avait un poêle quand même, on lui montait du bois, c'était normal. Hein. Elle m'a tout appris à tricoter, à coudre, à crocheter, à faire de la cuisine, les premières bases de la cuisine, première sauce blanche, première pâte à tarte, avec bonne maman. Hein. Ah oui, je dois beaucoup. Oui. Mais, donc, Versailles, ça n'a pas été triomphant. En quatrième, c'était la dernière année d'occupation. Il y avait des soldats allemands, des officiers allemands qui étaient magnifiques. Hein. Ils avaient des tenues extraordinaires. Et ils habitaient ce quartier où on était pratiquement, parce qu'il y avait énormément de belles villas. Ils prenaient le tramway. Ils étaient corrects avec nous. Sauf une fois où j'ai eu l'impression, une gamine de mon âge qui avait les toiles jaunes, et si elle avait pu rentrer dans les trucs en bois du tramway, elle l'aurait fait, hein, quand elle a vu monter un officier allemand. Et on était au courant, hein. Papa était au courant de ce qui se passait avec la déportation. Pas les camps, non, on ne savait pas. L'horreur des camps, on l'a découverte à la Libération. Mais à la libération des camps. Une année après notre propre libération. Mais le fait que les statuts des Juifs, qui étaient interdits dans la fonction publique, et puis Monseigneur Théas, qui a été déporté, c'était un ami de mon père, un évêque de Montauban, qui a été déporté parce qu'il s'est offusqué en chair de la spoliation des biens des Juifs, etc. Donc ça, c'était en 1942. Il a dû être déporté en 1942 ou 1943, je ne sais plus exactement la date. Mais non, mes parents étaient au courant, ils nous en parlaient.
il faisait partie de groupes œcuméniques où il rencontrait des protestants, des juifs aussi, avant la guerre. Et ça a été pour mon père quelque chose de très difficile, que toute la traversée de l'occupation, à cause de ces relations qu'il avait. C'est bien que à la Libération et après la Libération, on a commencé à voir d'abord aux actualités, on allait beaucoup au spectacle. Mon père nous offrait le cinéma, le théâtre. C'est vrai, on était gâtés, quoi, au point de vue culture. Et on allait au cinéma, il y avait les actualités à l'époque. Et on voyait tout ce que les Allemands avaient fait, les tortures, le Mont Valérien, le truc comme ça. Après le bonheur extraordinaire de la libération, après de la victoire, c'était des traumatismes, ça, hein, vraiment épouvantable. Et puis ensuite, je me souviens sur les fontaines Wallace du marché de Versailles, un très beau marché, il y avait des photos avec tous les charniers, les trucs, la découverte des camps, et des monceaux de cadavres, de chaussures, de lunettes, etc. Des tas de photos de tout ce que découvraient progressivement ça, pour moi, ça a été, à 14-15 ans, les traumatismes successifs, cette horreur. Alors, la découverte de l'horreur, on n'était pas préparé parce on avait peut-être un milieu trop qui baignait dans la gentillesse, quoi. Hein, je crois. Alors, papa est passé au comité d'épuration quand même, à la fin enfin, après la libération. Et il avait préparé sa thèse pendant toutes ces heures de repas à la cantine du ministère, où ils arrivaient à bouffer un petit peu, voilà, pendant la pénurie. Et donc les gens de la cantine qui siégeaient, il y avait énormément de communistes, enfin, bon, c'était tout un lot sympathique d'ailleurs, moi j'en avais pas mal dans mes équipes par la suite, mais ils ont témoigné que M. Pessard, il prenait des notes en grec sur un coin de table. Il n'a jamais collaboré. En fait, il avait sauvé la mise à un de ses amis qui imprimait des journaux pour la résistance. Mais lui, bon, il avait 7 enfants, plus un cousin qui était venu se raccrocher au wagon, qu'on a eu pendant toute la pénurie. Maman a eu à nourrir ce garçon en plus, un adolescent, à peine plus âgé qu'Henri. Donc, il ne fallait pas qu'il prenne des risques avec voilà. Donc, papa n'est pas passé au poteau d'exécution, grâce à Dieu. Mais tous les fonctionnaires sont passés au comité d'épuration. C'était normal, il y a eu des magouilles quand même. Donc, libération en 1944, victoire en 1945. Ça a été des fêtes extraordinaires. Après, bon, les traumatismes, je viens d'en parler longuement. Les fêtes de la libération et les fêtes de la victoire, avec Jean en particulier, Jean, mon frère le plus proche, on s'est suivis dans tous nos examens. Un bac était. C'est vraiment, on était très, très fusionnels. On avait les mêmes copains en plus. Mais à la libération, c'était magnifique. J'étais à la préfecture de Versailles, on a vu arriver les premiers chars, là, parce que ils se sont effacés près de Paris, les Américains et les Anglais. Ils ont laissé Leclerc entrer, le premier. Mais là, les premiers, ça a été les Canadiens, les Anglais et les Américains, avec un matériel incroyable, extraordinaire. Et là, le plus beau souvenir, c'est l'énorme drapeau à croix gammée qui était en haut de la préfecture. J'étais tout près de la préfecture à ce moment-là, que les gens ont descendu et ont brûlé. C'était beau, hein. C'était beau, on était heureux. Sauf qu'on est rentré avec une de mes meilleures copines,
Anne-Marie de Livonnière, elle s'appelait. On est rentré jusqu'au boulevard Saint-Antoine, où elle m'a quitté pour rentrer chez elle. Et là, on a croisé des cohortes de nanas tondues. Et là, premier traumatisme, là, parce que vraiment, je me souviens d'une nana qui les frappait avec son sac. Une bonne femme, quoi. Il y avait des hommes qui encadraient ces femmes, à moitié dépenaillées, tondues. Il y en avait qui saignaient, en plus. Et puis, maman est rentrée, mais très vite, parce qu'elle est sortie, elle, avec Bernadette et Chantal, mes deux petites sœurs, après moi. Et elle est rentrée très très vite parce que les petites filles ont eu peur. Ils ont vu des cohortes de jeunes soldats allemands, prisonniers. Ils avaient 14, 15 ans. C'était des gamins. C'est pareil, ils étaient encadrés par des brutes, quoi. Ah non. Alors, cet envers du décor, ça a commencé à me... voilà, je suis rentrée à la maison et maman pleurait en me disant, mais c'est pas vrai. Ils avaient l'âge de Jean, de l'un de mes frères. Des salopards qui ne savaient pas se réjouir de ce qui se passait, il fallait qu'ils foncent sur les bonnes femmes qui avaient couché avec des Allemands. On ne savait pas leur histoire. Ça pouvait être des belles histoires aussi. C'est vrai quand on y pense, c'est quand même horrible d'être comme ça, d'être juge, surtout avec brutalité. Enfin voilà. Henri, toujours le même. Comme il parlait couramment anglais, Henri, il se débrouillait très bien. Il n'était peut-être pas un bon élève ailleurs, mais en anglais, ça marchait bien. Et du coup, il nous ramenait des boîtes, des packs, des packs de survie ou des trucs. Alors, il y avait des drôles de trucs, il y avait du beurre en conserve, qui n'avait pas le même goût que le beurre, mais enfin, c'était bon quand même. De la confiture de pamplemousse, je me souviens de la confiture de pamplemousse. Et il m'a ramené une flûte douce. Une petite flûte. Moi, je faisais du piano à l'époque, hein, j'étais assez bonne d'ailleurs. Mais là, une flûte en bois, voilà. On n'avait pas encore de banilon, mais des cigarettes. On a commencé à boire, à fumer et à boire du café. Alors là, on a retrouvé le goût du café, parce que les paquets d'ersatz de café, je ne sais pas avec quoi c'était fait, mais il y avait un tout petit peu de poudre de café au-dessus, à peine que maman conservait pour faire un café de temps en temps, ou une crème moka en pâtisserie. Mais on gardait tout, bah oui, vous avez on gardait la crème du lait. Ça commençait à être un peu vert, mais ça fait rien, on écartait pour faire des gâteaux, pour remplacer le beurre. Il y avait des tas d'astuces comme ça, et des astuces qu'on se passait les unes les autres aussi. Des gâteaux avec des haricots, des gâteaux pour remplacer l'œuf, on mettait de la carotte. Et je me souviens d'une étude, j'étais en quatrième, papa m'avait donné, parce on n'avait rien, on n'avait plus de papier non plus. On n'avait plus de cahier, on n'avait plus de petits carnets, de carnets de texte, par exemple. Or, papa avait retrouvé un carnet du printemps, l'almanach du printemps, où maman avait fait avant la guerre, quoi, avait fait quelques contes. Et chaque page comportait une recette. Et j'étais tombée sur la recette d'un soufflé à l'orange. On n'a pas vu une orange pendant les 4 années d'occupation et de pénurie. Et je me souviens d'être mise à pleurer de bonheur en lisant cette recette de soufflé à l'orange. Je pleurais, carrément. C'est des trucs idiots. Les larmes sont venues toutes seules. Je me suis dit, mais t'es bête, ma fille. On avait faim. On avait faim, on avait froid. On mettait du journal, parce c'est tout juste si les chaussettes n'étaient pas toutes trouées, en plus, on les raccommodait comme on pouvait. Et on mettait du journal dans les chaussures. On n'était pas chauffé à l'école. On se soufflait. Je me souviens qu'on se soufflait dans le dos, les unes les autres. On était l'école de filles, hein, on n'avait pas de garçons à l'époque. Pour se réchauffer. On avait des engelures aux doigts, aux pieds.
Ah oui, non, c'était des périodes. C'est pour ça, quand j'ai entendu, moi, les lamentations des gens au moment du confinement, je dis, mais c'est pas possible. Ils réalisent pas. Ils réalisent pas qu'ils n'ont qu'à se baisser ici c'est vrai, pour le moment. Je dis pas que ça va durer, j'en sais rien. J'espère que oui, mais euh, on est quand même terriblement privilégiés. Quand on voit ce qu'on a traversé, nous, ça fait de nous des gens heureux, finalement, je crois. Ensuite, on a quitté Versailles pour Marseille, parce que papa a été nommé directeur général de l'assistance publique à Marseille. Voilà, il a été à la Libération. Non seulement il est passé blanchi au comité d'épuration, mais il a été nommé inspecteur de la santé publique. Donc il a quitté complètement l'enseignement. Il a été du côté de la santé. En 48, donc ça a été la découverte aussi d'un monde tout à fait nouveau. Entre Versailles et Marseille, voilà. Après, j'ai dit à mon père, écoute, je veux épouser des études qui me mènent à un métier où je gagne ma vie. J'avais pas envie de peser sur eux pendant encore longtemps. On ouvrait une école de kiné. C'était tout nouveau. Ma meilleure copine était fille unique, de famille de bourgeois archi-aisés, elle était très gâtée. Elle avait du fric. Et ses parents, elle et moi, on serait entrés à l'école de kiné, volontiers. Et facilement, je crois, avec notre niveau. Et les parents ont dit non, notre belle petite fille ne va pas masser les gens. Enfin, pour eux, c'était une chute. Et mon père a consulté un de ses amis, un professeur de faculté de Marseille, monsieur Isémin, sur le devenir de cette nouvelle carrière. Il a dit mais il faut que Françoise fasse d'abord l'école d'infirmière. Voilà. Donc j'ai été lancée malgré moi dans les études d'infirmière, dans une école de l'assistance publique, je ne pouvais pas aller ailleurs, vu la situation de mon père. Et donc j'ai fait 2 années d'école d'infirmière à Marseille. Mais j'ai été embarquée malgré moi dans une carrière. J'ai atterri à l'assistance publique de Paris, alors là ça a été la dégringolade, l'horreur, 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 vraiment, l'horreur. Je me suis retrouvé dans un service, une léproserie littéralement, à Cochin, à l'époque, une grande salle commune, l'horreur. On dirait du Boudard. Je ne sais pas si vous avez lu Alphonse Boudard, non? C'est extraordinaire. La prison et l'hôpital d'Alphonse Boudard, c'est tout à fait ce que j'ai vécu à Cochin. On n'était pas aidé par les aides-soignantes comme on l'est maintenant. On faisait tout. On passait tous les bassins le matin. Hein. On arrivait à 6 heures. On avait tous les mecs étaient sur leur popo. Hein. Des accidentés de la route, infectés. En plus, j'étais dans la léproserie, j'étais au bout du couloir. C'est-à-dire qu'ils avaient tous des antibiotiques qui marchaient plus ou moins, des infections sous les plâtres. Mais c'était grave, hein. Intéressant, mais grave. Intéressant. Aucun contact intéressant avec le corps médical, chirurgical en tout cas. Ils nous crachaient dessus sans nous voir. Hein. On était vraiment les derniers travailleurs de base. Bah, c'était le corps médical parisien, des grands patrons de Paris, Merle d'Aubigné, Ramadier, des grands noms de trucs. Et quand ils arrivaient dans ma salle, qui était une salle d'échecs, pas, pas de jeu d'échecs, mais c'était un échec, c'était tous infectés. Donc où est-ce qu'ils avaient chopé l'infection? Sur le terrain de l'accident, probablement, une partie, mais quand même, pour des chirurgiens, les échecs d'infection, ça ne pardonne pas. Donc, on faisait partie de l'eau, nous. Le château de Kafka. C'est exactement ça. Exactement ça. Parce que nos malades, nos opérés, parce qu'ils avaient été opérés, ils venaient chez nous pour un nouveau temps opératoire, pour réparer un dégât, soit accident de moto, soit accident de camion, soit un camionneur, je me souviens qu'il il est mort entre nos bras, là, Gros Henri il s'appelait.
Il tricotait pour ses enfants. Ils étaient dans le lit, ils ne pouvaient pas bouger, hein. Ils étaient, alors, quelquefois, ils étaient greffés. On essayait de... Parce qu'il y avait une masse qui était perdue, donc on essayait de reconstituer une masse musculaire avec l'autre jambe. La greffe prenait, on ne prenait pas. La greffe prenait, on ne prenait pas, donc rebelote, retemps opératoire. Quand ils avaient été opérés, ils se réveillaient, arrête, chiale pas. Les autres, c'était comme une chambrée, quoi. Ben, en même temps, il y avait de la chaleur humaine, si vous voulez, mais il fallait le supporter. Un jeune garçon